chers amis. Aujourd'hui, le sujet que j'ai choisi pour la conférence est un peu par déformation professionnelle. J'ai choisi de vous parler de bâtiments et de monuments. Mais que voulez-vous? On peut sortir un architecte du bâtiment, mais c'est plus difficile de sortir le bâtiment de l'architecte. Surtout quand celui-ci a pratiqué sa profession pendant plus de 50 ans. Ouais. Alors, les bâtiments que j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, vous les connaissez tous, mais vous ne connaissez probablement pas la petite histoire qui est derrière. C'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors, on va commencer par ce bâtiment-là, le monument-là plutôt. On voit le monde là, Oui. Alors, évidemment, c'est bien sûr, c'est la Statue de la Liberté dans le port de New York. Reportons-nous maintenant en France, en 1865. C'est M. Édouard de La Boulaye, qui était un respecté professeur de droit et un chaud partisan du système politique américain. Il avait convié chez lui des amis libéraux pour célébrer la victoire du gouvernement américain sur les États sécessionnistes du Sud à la fin de la guerre civile qui aurait duré 5 ans. Toutefois, Napoléon III, qui régnait sur la France à ce moment-là, supportait quant à lui les États sudistes. De La Boulaye se demande comment faire comprendre aux Américains que la France lui est sympathique, même si son leader ne semble pas l'être. La France se réjouit de la tournure de cette guerre et l'abolition de l'esclavage. Il lui vient aussitôt cette idée. Pourquoi ne pas construire aux États-Unis un monument qui résulterait du travail des deux nations? Parmi les invités présents à cette réjouissance, il y avait un certain Auguste Bartholdi, 31 ans, et sculpteur prometteur. Il est séduit par les paroles de son hôte. Mais il faudra attendre une dizaine d'années avant que cette idée se concrétise. En 1871, Bartholdi s'exile aux États-Unis car sa ville natale de Colmar est envahie par les troupes prussiennes de Bismarck. Dans ses bagages, il apporte 2 modèles de statues et des lettres d'introduction de M. de La Boulaye. Sur place, Bartholdi s'efforce de rallier les Américains à la cause, soit d'élever à l'entrée du port de New York une statue géante, un cadeau de la France. Si, à Philadelphie, il récolte le support d'un réseau de libéraux fortunés qui promet une importante aide financière à Washington, il se heurte à l'indifférence totale du président Grant, qui avait succédé à Abraham Lincoln, qui a été assassiné en 1865. Le professeur de La Boulaye lance en 1864 une collecte de fonds pour financer la construction de ce cadeau aux Américains pour le centenaire de l'indépendance de 1876. 1776, pardon. Le centenaire, ça va être 1876. Un comité nommé l'Union franco-américaine va prendre 5 ans pour collecter 400 000 francs ou 2 millions de dollars en devises d'aujourd'hui afin de pouvoir débuter le chantier. À force de parler d'elle dans la presse française, la statue s'installe petit à petit dans l'imaginaire collectif. Finalement, ce n'est qu'en 1880 que la somme pour réaliser ce monument est ramassée. L'aventure technologique qui a été sa construction peut enfin commencer. Très vite, des ingénieurs soulèvent la question: comment pourrait-elle résister au vent violent qui balaie souvent le port de New York? Bartholdi va donc sagement consulter une sommité, Gustave Eiffel, avant qu'il ne crée sa tour. Sous son drapé composé de quelques centaines de plaques de cuivre, la statue devra avoir un squelette souple, composé de poutrelles d'acier qui donneront la résistance souhaitée contre les vents quelquefois violents du port de New York. Ça, c'est à l'intérieur de la statue. Dans l'usine de la firme Gaget et Gauthier, une équipe de 600 ouvriers travaille nuit et jour sur cette énorme commande.
Le 4 juillet 1884, la statue complètement assemblée est présentée à l'ambassadeur américain à Paris, avant d'être démontée, numérotée et emballée dans des caisses pour prendre la direction de New York. Lucie, tu t'en retard. Excusez-moi. Quel accueil la statue a-t-elle eu à New York? Après avoir affronté plusieurs tempêtes en plein océan, le bateau est accueilli en fanfare dans le port de New York en juin 1885. Mais, amère déception pour les Français, car les fondations et le piédestal devant recevoir la statue n'est pas encore terminé. Il faudra attendre au moins 6 mois avant que l'assemblage de la statue puisse débuter. Or, c'est depuis 1877 que l'Union League Club peine à ramasser les 100 000 $ nécessaires pour le piédestal. Les élites du monde financier américain sont réticents à ouvrir leur portefeuille pour ce sculpteur français même pas connu. Comme c'était arrivé en France, c'est grâce à la contribution de la population si la somme espérée est atteinte à cause de l'intervention de M. Joseph Pulitzer, dont on voit la photo ici, qui était le grand patron de la presse américaine et qui va faire appel à son lectorat de 153 000 personnes. C'est ainsi que la Statue de la Liberté a été inaugurée le 4 juillet 1886 pour fêter le centenaire de l'indépendance américaine, mais avec 10 ans de retard. Paraît qu'il vaut mieux tard que jamais. Voyons voir la statue en détail. Bartholdi voulait donner un aspect pacifique à son œuvre. C'est pourquoi il la montre vêtue d'une robe drapée et qui lui met dans sa main une torche représentant le progrès. Cette torche est recouverte de feuilles d'or. On a remarqué que sur les deux pieds de la statue, l'orteil à côté du gros orteil est plus long que ce dernier. Or, ceci était la norme dans les statues grecques de l'Antiquité. Et on peut en déduire que Bartholdi voulait exprimer cette nuance classique dans son œuvre. Aussi, il a préféré la coiffer d'une couronne à 7 pointes en métal, qui représente les 7 continents. Il faut noter que la statue tient dans sa main gauche une tablette de pierre, sur laquelle est gravée en chiffres romains la date de proclamation de l'indépendance américaine. Quels furent les effets de la statue? Des événements plus ou moins cocasses sont rattachés à la Statue de la Liberté. D'abord, elle est responsable de l'ajout d'un mot à la langue française. Et oui, pour le grand jour de son inauguration, la firme responsable de sa construction, Gaget et Gauthier, avait eu l'idée de fabriquer des statues de la Liberté miniatures qui furent remis à titre de souvenir promotionnel à tous les invités. Or, les invités américains se demandaient entre eux « Did you get your gadget? » Cette déformation du mot gadget, donc de du gadget, et a été ajoutée éventuellement à la langue française et à la langue anglaise, bien sûr. Comme la statue est devenue universellement connue assez vite, il est normal qu'elle attire les gens en mal de notoriété. C'est ainsi qu'en 1912, un réparateur de clochers, donc quelqu'un d'habitué à travailler dans les hauteurs, va se proposer de sauter en parachute du balcon autour de la flamme de la torche. Pour ce saut d'une hauteur de 93 mètres, il semble que pour les premiers 20 mètres, il est tombé comme une roche avant que le parachute ne s'ouvre. Comme la descente a été très courte, le sol est rapidement venu à sa rencontre et le pauvre s'est foulé une cheville à l'atterrissage. Il est intéressant de savoir que la foudre frappe plusieurs fois par année la statue, qui est un élément vertical très haut dans un environnement très plat et uniforme. De plus, sa couronne avec ses pointes en métal et sa pour en cuivre sont d'excellents conducteurs d'électricité. Maintenant, on se demande qui a posé ou qui a inspiré la tête de la Statue de la Liberté à Bartholdi. Bartholdi lui-même a toujours laissé planer le mystère à ce sujet. Selon certaines sources, il s'agirait d'Isabella Merritt Singer,
la veuve de l'inventeur des machines à coudre Singer. Certains autres disent que ce serait la mère de l'artiste Charlotte Bartholdi. En réalité, le sculpteur se serait plutôt inspiré d'un modèle qui posait pour lui à l'occasion une femme surnommée la Grande Céline, une prostituée du quartier de Pigalle. On peut voir que la ressemblance est quand même assez probante. Elle a un vrai nez grec. Oui. Ah, Elle a un nez grec. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'il y en a des questions ou des commentaires sur le statut de la liberté? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà montés en haut dans... Non. Les Français, ils défendaient les sudistes. Pardon? Les Français étaient pas les sudistes. Napoléon III, qui était au pouvoir, oui. Yeah. Et pas la population, je pense pas. Ils étaient pour l'esclavage. Ben, je sais pas. Un drôle de pistolet. Alors, on va passer au bâtiment suivant. Le Parlement de Montréal. Oui, il y a déjà eu un Parlement à Montréal. Pour mieux comprendre ce qui a mené à cet incendie, puis elle a été incendiée, Les patriotes. pour bien comprendre ce qui a mené à cet incendie, il faut remonter aux rébellions des Patriotes de 1837-38. Ce mouvement était dirigé par Louis-Joseph Papineau. À l'Assemblée législative, les députés nationalistes, dont Papineau, étaient en majorité. Le dernier mot appartenait toujours au gouvernement britannique. Durant les années 1820, ces députés s'opposaient au clergé catholique et aux représentants de la couronne britannique. Ils voulaient avoir le contrôle sur les dépenses de l'État, autrement dit, avoir leur autonomie. Évidemment, ces appels sont rejetés du revers de la main au Parlement de Londres. Pendant ce temps-là, les agriculteurs québécois traversaient une crise économique et la tension entre francophones et anglophones montait chaque jour dans les villes. Exaspérés, les patriotes font appel à un soulèvement armé qui débute en novembre 1837. Les troupes britanniques, aidées de volontaires anglophones, maîtrisent ce mouvement mal organisé. Cette défaite est suivie par le pillage et l'incendie de champs en culture et de maisons d'agriculteurs francophones. Une seconde rébellion se produit en novembre 1838 avec de l'aide de certains Américains. Elle est rapidement réprimée elle aussi et suivie de davantage d'incendies de pillage dans les campagnes. Les deux soulèvements auront fait 300 morts chez les Patriotes et 27 chez les Britanniques. Louis-Joseph Papineau, qui avait été l'instigateur de cette rébellion, doit trouver refuge à Paris. En février 1839, 5 patriotes vont monter sur l'échafaud au pied du courant pour être pendus. Un de ceux-ci sera le notaire qui résidait à Saint-Cuthbert, chevalier de Lorimier. Quels furent les effets du rapport Durham? Parce que après le soulèvement, le gouvernement britannique a nommé Lord Durham pour faire enquête et des recommandations sur la façon de gouverner le Canada. Alors, il sort son rapport en 1841 et recommande la fusion du Haut et du Bas-Canada pour former la province du Canada dont le siège sera établi dans un premier temps à Kingston. Plus tard, en 1844, par souci d'alternance, le Parlement va déménager à Montréal. Dès lors, les députés francophones vont se voir confinés aux banquettes de l'opposition, car le Haut-Canada va voir sa population se gonfler avec l'arrivée d'immigrants américains, anglais, écossais et irlandais. Le gouverneur britannique, Lord Sydenham, utilise toutes sortes de méthodes pour empêcher les francophones de se faire élire à l'Assemblée législative. Il fait entre autres du découpage électoral, ce que les Américains appellent gerrymandering. Par exemple, il détache sur les banlieues des villes comme Québec, Montréal et Trois-Rivières pour ne conserver que les centres-villes, où les anglophones sont majoritaires. Quant aux électeurs de ces banlieues, ils perdront pour la plupart leur vote, car dans les comtés ruraux, les locataires n'ont pas le droit de vote. Une autre manœuvre qu'il utilisait, c'était de céduler les élections au mois de mars,
car à ce moment-là, les routes de terre étaient souvent impraticables, empêchant les agriculteurs francophones d'aller voter. Les Américains ont de qui se modeler. Ah ouais? Mais ce qu'ils font, les Américains. Beau modèle. En mars 1848, les Tories, ou conservateurs, perdent le pouvoir et le gouverneur Lord Elgin sanctionne la formation du gouvernement réformiste avec le Parti du Canada uni, mené par Robert Baldwin du Haut-Canada, qui s'était allié à Louis-Hippolyte Lafontaine pour assurer ce nouveau gouvernement. Or, le Parlement vote en priorité une loi pour dédommager les personnes qui ont subi des pertes suite aux manœuvres de répression des patriotes par l'armée britannique qui ont incendié les champs et les maisons de certains agriculteurs du Bas-Canada. On fait bien attention de ne pas dédommager les émeutiers eux-mêmes, mais seulement les victimes collatérales, comme on dit de nos jours. Les Tories, dans l'opposition, réagissent très mal à cette loi que le gouverneur a sanctionnée. Ils organisent alors une manifestation au Champ de Mars, derrière l'Hôtel de Ville dans le Vieux-Montréal. Entre 1500 et 3000 anglophones en colère s'y retrouvent pour écouter des discours enflammés. Dans les jours précédents, des débats houleux et des échanges de coups vont se produire lors du vote de cette loi. Le futur premier ministre du Canada, John A. Macdonald, alors simple député Tory, est allé jusqu'à provoquer un ministre en duel. Celui-ci, heureusement, n'a pas eu lieu. Après avoir sanctionné la loi, Lord Elgin se fait lancer des œufs et des pavés alors qu'il essaie tant bien que mal de regagner sa résidence qui est à l'emplacement actuel du collège Villa-Maria dans Notre-Dame-de-Grâce. Revenons à la foule au Champ de Mars. Après un discours belliqueux par l'éditeur du journal de Gazette, c'est au tour d'Alfred Perry, le capitaine des pompiers volontaires, d'haranguer la foule. Il est fini le temps des pétitions. Si les hommes présents ici ce soir sont sérieux, qu'ils me suivent jusqu'au Parlement. Il est ironique de savoir que c'est le capitaine des pompiers volontaires qui va inviter la foule à le suivre pour aller mettre le feu au Parlement, qui se trouvait dans l'édifice du marché Sainte-Anne, situé à la place Diouville dans le Vieux-Montréal. La scène qui a suivi est un peu semblable à l'attaque du capitole de Washington du 6 janvier 2020, qu'on a tous vu. Les émeutiers ont cassé les fenêtres à coups de bâton et en lançant des pavés. De plus, ils ont agressé les députés au passage. L'édifice au complet s'est envolé en fumée. Perry a été arrêté, mais ses complices de la police lui ont accordé des conditions princières avec un repas plantureux et du vin. 2 jours plus tard, il était un homme libre, car, étrangement, tous les témoins de son méfait s'étaient évaporés. La violence des anglophones ne s'est pas arrêtée là. Des hommes ont vandalisé la maison de Louis-Hippolyte Lafontaine et mis le feu à ses écuries. D'autres députés ont vu leur résidence vandalisée. Les opposants à la loi sur l'indemnisation envoient une lettre à la reine Victoria pour faire abroger cette loi favorable à certains Canadiens français. Au Parlement britannique, la motion pour annuler cette loi est défaite à 99 voix contre 96. Pendant ce temps-là, les victimes des rares saccages dans le Haut-Canada ont été indemnisées sans la moindre protestation. La communauté anglophone de Montréal est tellement fière du rôle tenu par Alfred Perry, dit le pompier pyromane, qu'un pavillon de l'hôpital Douglas de Verdun porte son nom pour commémorer ce vaillant défenseur de la race anglo-saxonne. Ah oui. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Non. Non, c'est vrai. C'est Oui. bien bizarre, ça. Ça va pas l'air tout à fait honnête, là. Qu'est-ce que vous avez dit? Puis ça va pas l'air tout à fait honnête. Non, pas du tout. Il brûle le Parlement de personne du lien. On va passer à autre chose, la basilique Saint-Marc à Venise. Quel est le lien entre Saint-Marc et Venise, me demanderez-vous?
Cette église qui se trouve sur la place du même nom à Venise a pour origine une histoire assez loufoque pour qu'on s'y intéresse. Saint Marc, il s'agit bien de l'un des 4 évangélistes de la Bible qui était né en Libye, voisine de l'Égypte, sur les bords de la Méditerranée. Après sa période où il a été apôtre du Christ, Marc a fondé l'église d'Alexandrie en l'an 47, avant d'en devenir évêque en l'an 62. Tout au long de sa vie, il a converti des gens, ce qui lui causa plusieurs problèmes avec les autorités de la place. Un jour, ils l'ont attaché derrière un char tiré par 3 chevaux et traîné dans les rues jusqu'à temps que tous ses os soient brisés. Son corps a été embaumé et conservé dans une petite chapelle d'Alexandrie. Comment Saint Marc s'est-il retrouvé à Venise 800 ans plus tard? L'Italie, en tant que pays, n'existait pas encore, car les principales villes sur le territoire étaient des mini-royaumes autonomes, et plus souvent qu'autrement en rivalité les unes avec les autres. Venise, à cette époque, était déjà une puissance enviable et commerciale. Ce qui lui manquait, c'était un élément pour se prétendre l'égal de Rome. Cette dernière avait en son sein les reliques de Saint-Pierre, évidemment, alors que Venise n'avait rien de vaguement comparable. Le doge de l'époque, Agnello Participadio, a eu l'idée de mandater 2 des nombreux marchands locaux d'aller chercher et de rapporter les restes de Saint-Marc à Alexandrie, où elles étaient conservées depuis 800 ans. Venise, à ce moment-là, avait toute une sorte de bateaux de marchands qui sillonnaient la Méditerranée pour y faire le commerce avec différents peuples. Ce fut donc un jeu d'enfant pour ces Vénitiens de se rendre à Alexandrie et d'y accoster. Après avoir demandé leur chemin, ils trouvèrent la chapelle qui hébergeait Saint-Marc. À la nuit tombée, ils s'introduisent dans la chapelle, repèrent les reliques convoitées et les mirent au fond d'un sac. Maintenant, vous allez me dire, Saint-Marc, 800 ans plus tard, ne devait pas avoir cette forme-là. Non. D'accord avec vous? Peut-être plus poussière. Une liberté d'artiste. Oui. Alors, de retour à leur bateau, ils cherchèrent un plan pour déjouer les douaniers égyptiens qui vont les inspecter avant leur départ. Alors, ils ont eu l'idée de cacher les reliques sous plein de choux et de morceaux de porc, sachant que les douaniers musulmans avaient une aversion pour le porc. Effectivement, les douaniers, en voyant le contenu du sac, demandèrent aux marchands de quitter le pays subito presto. Alors, rendus en pleine mer, une tempête faillit noyer les intrépides marchands et leurs précieuses cargaisons. On raconte que Saint-Marc lui-même leur est apparu, leur a demandé de baisser les voiles. C'est ainsi que le navire a été sauvé et les marchands ont déclaré qu'ils devaient avoir la vie sauve à Saint-Marc. Quel fut leur accueil au retour? Bien, évidemment, de retour à Venise, ils furent accueillis dans l'allégresse la plus totale, le doge en tête. Enfin, la cité de Venise pouvait se hisser au niveau de Rome, car elle avait désormais les reliques d'un apôtre et qui plus est un des 4 évangélistes. Le doge ordonna illico qu'on fasse la construction de la basilique pour abriter les reliques tant convoitées. C'est ainsi qu'en l'an 828, le doge Participadio fit construire en annexe au palais des doges cette superbe basilique. Les architectes venaient de Constantinople, qui est maintenant Istanbul, pour construire cette église dans le style byzantin. Saint-Marc est une église à multiples coupoles, suivant ainsi le modèle des églises byzantines. La coupole centrale se trouve à la croisée des 4 branches, chacune étant surmontée de sa propre coupole. La basilique compte plus de 8500 pieds carrés de mosaïque, ce qui encore là est typiquement byzantin. Venise a-t-elle joué un rôle dans les croisades en Terre Sainte? Oui, Venise a été le point de départ pour plusieurs croisades, ainsi que pour la conquête de Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin. De nombreux souvenirs ont été rapportés de ces expéditions. Les Vénitiens ravirent à Constantinople les 4 statues en cuivre sous forme de chevaux qui ornaient jadis l'hippodrome de cette ville.
Alors, ils les placèrent au-dessus de la porte centrale de leur basilique. Cependant, en 1787, Napoléon Bonaparte, lors de sa première campagne en Italie, a envahi Venise et a emporté les 4 chevaux pour les rapporter à Paris et les installer au-dessus de l'Arc de Triomphe. En 1815, après la chute de Napoléon, les chevaux sont retournés à Venise grâce à l'intervention des Autrichiens. Une fois partis, les Français les ont remplacés par des copies. Quel est le symbole de Venise? Tant qu'à parler d'animaux, il faudrait que je vous dise 2 mots sur le lion de Venise. Un lion ailé représente l'évangéliste Saint Marc. Celui-ci est souvent montré avec un livre placé entre ses pattes avant, le livre, bien sûr, étant la Bible. Ce lion ailé est aussi devenu le symbole de la ville. Le lion qui exprime puissance et majesté possède une signification religieuse, donc, et aussi politique. Voulez-vous connaître la face cachée de Venise? Quand on parle de Venise, on voit une ville hyper touristique avec ses canaux et ses gondoles. Or, derrière cette image bon enfant se cache celle qui fut, à une certaine époque, la ville la plus puissante et la plus riche du continent européen. Comment Venise est-elle devenue aussi riche et puissante? À cause de sa configuration faite de 118 îles minuscules, séparées par d'étroits canaux et reliées par 438 ponceaux, Venise ne pouvait dépendre de l'agriculture ni de l'élevage de bétail pour sa survie économique, comme la plupart des villes. Sa vocation la plus évidente résidait dans la navigation, comme ils étaient entourés d'eau. Alors, les Doges ont vite compris cette problématique et fortement encouragé la construction de chantiers navals dans ses murs. Les bateaux produits devaient servir aux marchands locaux pour se rendre dans des contrées éloignées pour y faire commerce. Ce chantier naval qu'on voit ici est nommé l'Arsenal, a été mis sur pied en 1104 et a eu jusqu'à 16 000 personnes à son emploi. On y a instauré le travail à la chaîne et à ce titre, l'Arsenal peut être considéré comme le premier site industriel d'Europe. Ils ont fabriqué les bateaux qui ont mené les croisés en Terre Sainte. La plus forte productivité atteinte dans ce chantier de l'Arsenal s'est produite pendant la guerre entre Venise et Constantinople, où on a réussi à produire 100 galères en seulement 2 mois grâce au travail à la chaîne. Ça, c'est une vue en plan de la rade derrière l'Arsenal où se trouvait le chantier où on construisait les bateaux. Alors, le bois servant à la construction des bateaux venait des forêts du continent, bien sûr, pour être transporté jusqu'à l'Arsenal. Le prochain bâtiment qu'on va vous visiter, c'est le Taj Mahal. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot Taj Mahal? Ça veut dire palais de la couronne en hindi. Ce monument a été bâti près de la ville d'Agra, dans le nord de l'Inde, par l'empereur Shah Jahan. Il a construit en l'honneur de sa défunte conjointe, Mumtaz Mahal, entre 1631 et 1648. C'est un mausolée en marbre blanc. Depuis 1666, il abrite également la dépouille de l'empereur lui-même. Sa conjointe était décédée en 1631 en mettant au monde son 14e enfant. Pourquoi le Taj Mahal est-il une merveille du monde? C'est à cause de sa grande allure, de sa majesté. Étant la plus belle production de l'art indo-islamique, le Taj Mahal impressionne par sa beauté architecturale, la richesse de ses parterres, ses sculptures de marbre incrustées de pierres précieuses et surtout son caractère original et unique, car aucun autre bâtiment ne lui ressemble. Toujours aussi populaire, il est visité par 6 millions de personnes à chaque année. Évidemment, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce qui représente le Taj Mahal? Il représente l'amour fou que l'empereur portait à sa conjointe. En perpétuant le souvenir de sa défunte femme, l'empereur inconsolable croyait atténuer sa grande peine de l'avoir perdue.
Pour réussir cette construction, l'empereur fit appel à des artisans de tous les coins de son empire et même de l'Europe, comme des calligraphes, des tailleurs de gemmes, des poseurs de marqueterie, etc. Il demanda qu'on aille chercher jusqu'en Chine et en Arabie les 28 variétés de pierres précieuses utilisées dans la décoration du mausolée. La construction a été réalisée par 20 000 esclaves aidés de 1000 éléphants et elle aura duré 17 ans. La blancheur de son marbre prend différentes teintes selon l'heure du jour. De rose le matin, il vire au bleu à la fin du jour. De fabuleuses dentelles de pierre multicolores habillent ses murs intérieurs en plus d'arabesques, de motifs floraux et de lettrage en caractère arabe. Un député du Parlement indien l'an dernier a demandé que soient ouvertes toutes les pièces du mausolée qui sont verrouillées en permanence au sous-sol. Il voulait savoir si ces pièces abritaient un temple dédié à Shiva, le dieu hindou. C'est une cour de justice qui a répondu à cette demande à l'effet que selon plusieurs experts, qui les avaient déjà visités, que ces pièces étaient effectivement vides. Selon une chercheuse, ces locaux vacants servaient à aller se rafraîchir durant les canicules de l'été. Un beau décor. Oui. Ouais. Comment peut-on décrire ce chef-d'œuvre? Le Taj Mahal est érigé en bordure d'un affluent du Gange, le fleuve sacré du pays. Il se trouve dans un jardin de 600 mètres par 300 mètres. Il y a 4 canaux avec des jets d'eau et des fontaines dans lesquelles se réfléchit le mausolée. Le domaine comprend un bâtiment à l'entrée en grès rouge orné de mosaïques en marbre blanc. Le bâtiment est surnommé le Fort Rouge. Dans le mausolée, à l'intérieur, la chambre funéraire est une pièce octogonale dans laquelle sont disposés 2 cénotaphes en marbre translucide. Celui de l'empereur et l'autre de son impératrice. Cependant, en réalité, leur corps repose dans une crypte au sous-sol. Sans que le Taj Mahal ne soit un édifice religieux comme tel, il a été conçu comme une représentation du paradis avec sa symétrie parfaite. Parmi ces références religieuses à l'islam, on trouve les 4 minarets comme autour d'une mosquée. Un détail important, ces minarets ne sont pas exactement verticaux, car on leur a donné une légère inclinaison, de sorte qu'en cas de tremblement de terre, ces minarets ne tomberaient pas sur le mausolée. Comme les sujets de l'empereur étaient majoritairement hindouistes, il y a aussi des références hindoues. Alors, le Taj Mahal est un des rares monuments dédiés à l'amour. Comme j'ai mentionné, il a été conçu pour rendre hommage à Mumtaz Mahal, qui était la favorite au palais de l'empereur. Cette femme, qui était une impératrice consort, ne fut jamais l'épouse officielle de l'empereur, même si elle a été sa préférée dans son harem, et ceci depuis 19 ans. On racontait que la jeune femme accompagnait le roi, même dans ses campagnes militaires. Ensemble, ils eurent 14 enfants et leur union dura 19 ans, signe que l'empereur accordait à sa favorite une attention particulière, compte tenu de ses nombreuses occupations et ses nombreuses autres femmes de son harem. Il était occupé, Alors, il faut le savoir. L'histoire du Taj Mahal, comme elle, est empreinte de mystère et de romantisme. Elle a fait rêver les visiteurs de toutes les époques et a suscité des centaines d'anecdotes. Selon l'une des légendes, l'empereur aurait souhaité construire pour lui-même un monument semblable en face du Taj Mahal actuel, mais de l'autre côté de la rivière. Ce bâtiment aurait été en marbre noir. Il aurait été relié au Taj Mahal par un pont enjambant la rivière. Ce mythe est supporté par le fait que les 2 cénotaphes dans la salle funéraire ne sont pas disposés symétriquement, ce qui laisse croire qu'on ait agi précipitamment après le décès de l'empereur. Une autre princesse s'est un jour rendue au Taj Mahal, je parle ici de Lady Di, Mais oui.
qui avait pris la pause pour les médias vêtu de son tailleur rouge, assis sur un petit banc blanc près de l'entrée du site. On se souvient tous de cette On photo-là. a vu ça, oui. On l'a vu longtemps. Oui. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur le Taj Mahal? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que ça n'a jamais été pillé Pas que je sache, non? comme d'autres tombes, là, ou comme d'autres... Je sais que dans le temps de la dernière guerre mondiale, il avait camouflé, il avait mis tout un treillis par-dessus pour le dissimuler, pour que... Mais le plus grand danger pour le Taj Mahal, c'est la pollution qu'il y a en Inde. Ah oui, c'est la pas pollution de l'air. Puis Ah, c'est ça. Alors là, il y a un périmètre autour de plusieurs kilomètres autour du Taj Mahal où les gens n'ont pas le droit de faire de feu ou quoi que ce soit qui mette le Taj Mahal à risque. Qu'est-ce que les Arabes faisaient dans le nord de l'Inde? Pardon? Qu'est-ce que les Arabes faisaient dans le nord de l'Inde? Les Arabes. Les Arabes, qu'est-ce qu'ils Oh, ben, il y a un mélange d'islamistes et d'hindous en Inde, oui. Ouais. Oh oui. D'ailleurs, c'est ça qui a donné naissance au Pakistan après la... Oui. Mais les musulmans, ils sont maltraités en Inde. Oui, Ils sont minoritaires et ils sont maltraités. oui, c'est ça. C'est une des rares places où ils sont maltraités. Oui, c'est ça. Prochain bâtiment, la Tour Eiffel. Pourquoi avoir construit cette tour? Elle a été créée lors de l'Exposition universelle de 1889 C'est où ce tour-là? pour célébrer le premier anniversaire de la Révolution française et tout le progrès qui avait été accompli depuis cet événement. À l'époque, c'était la structure la plus haute au monde, avec ses 1000 pieds de hauteur, et elle va le demeurer jusqu'en 1930, où se construisit à New York le Chrysler Building. Est-ce que je suis allée trop vite? Excusez-moi. Excusez-moi. Dans la photo, là, c'est pris sous quel angle, ça, l'eau qu'il y a là? Où ça? La première photo, ça? Il n'y a pas le palais de Chaillot, puis tout ça, là. Ben, c'est sur le bord de la Seine. Mais Il y a une déformation pour la c'est quoi ce lac-là? C'est pas la Seine, c'est sûr. Ben, je sais pas. J'ai jamais vu ça sous cet angle-là. Non, c'est assez particulier comme photo. Hein. Oui? Eh bien, Alors, je disais donc que faut que j'y retourne pour voir ça. C'est ça. elle est demeurée la plus haute structure au monde jusqu'à 1930, où on construisait à New York le Chrysler Building qu'on voit ici. Gustave Eiffel, l'ingénieur responsable de sa conception, va aller même jusqu'à financer les 3/4 des coûts de la construction. En contrepartie, la ville de Paris lui a cédé le terrain sur lequel se trouve la tour pour une période de 20 ans. Pour amortir cet investissement considérable, il a ouvert des restaurants dans la tour et chargeait un prix d'entrée pour accéder à la tour, évidemment. Après la concession de 20 ans, la tour devait être démolie. Ouais. Or, M. Eiffel lui a trouvé une vocation scientifique pour prolonger son existence. Elle pouvait servir à des observations météorologiques et astronomiques, à faire aussi des expériences de physique, de postes de communication ainsi que de phares pour l'éclairage électrique et pour faire des études sur les vents. Ce sera finalement le rôle de la tour comme antenne émettrice, d'abord, de télégraphie et de radio pour aboutir à aujourd'hui à la télévision et à l'Internet. Qu'en pensait la population de Paris? L'idée de construire la tour Eiffel dans les années 1880 était loin de faire l'unanimité dans la population. Une fronde est menée par des artistes et des intellectuels qui se sont élevés avec véhémence contre de la construction de ce qu'ils appelaient la tour de Babel. Ils en avaient contre son esthétique et contre son utilité. Les journaux avaient même des titres alarmistes sur la solidité de la tour, de sorte que les résidents du quartier du Champ-de-Mars, effrayés par la possibilité que la tour puisse leur tomber dessus, sont allés jusqu'à intenter un procès au gouvernement français. Mais le point culminant de ce mouvement fut la lettre ouverte
publié dans le quotidien Le Temps et signé par des noms connus tels que Victor Hugo, Alexandre Dumas et Charles Garnier, qui était l'architecte de l'Opéra de Paris. Mais rien n'y fit et la tour a été construite comme prévu. À l'ouverture de l'exposition universelle, les ascenseurs de la tour ne fonctionnaient pas encore, mais ceci n'empêcha pas les 30 000 visiteurs quotidiens de gravir les 1710 marches de la tour pour découvrir cette nouvelle attraction parisienne. Rapidement devenu le symbole de la capitale française, ces anciens détracteurs finiront par reconnaître le caractère avant-gardiste de cette tour. Il veut capot. Pardon? Il veut capot. Oui, c'est ça. Si à ses débuts, elle n'était qu'une attraction populaire, elle est devenue au cours des années 20 un vrai symbole de modernité quand les poètes, les peintres, les chanteurs et les cinéastes se sont mis à lui rendre hommage à travers leur œuvre artistique. Si on ne s'en tient qu'aux peintres, voici des exemples de toiles où la tour Eiffel apparaît. D'abord, cette œuvre pointilliste de Seurat, suivie de toiles de Chagall, qu'il a montré plusieurs fois, notamment dans Les Mariés de la tour Eiffel. Où est-elle? Elle est bleue. Elle est bleue. Elle est là. Ah, en bleu, OK. OK. C'est très stylisé. Et aussi dans le pont de Passy, dans la Vision de Paris et enfin dans la tour Eiffel. Quand on peintre le douanier Rousseau, il a peint vue de la tour Eiffel. Raoul Dufy a peint cette affiche en 1935 de la tour et cette toile en 1927. La tour Eiffel est-elle un lieu gastronomique? Allons voir ce que contient la tour Eiffel. D'abord, il y a 2 restaurants dans la tour Eiffel. Au premier étage de la tour, on trouve un restaurant qui s'appelle Madame Brasserie, qui s'étend sur 2 niveaux et qui offre d'un côté une très belle vue panoramique sur Paris, de l'autre côté une vue sur l'intérieur de la tour. C'est au second étage que la vue est la meilleure. De plus, à travers des hublots dans le plancher, on a une vue plongeante sur le sol en contrebas. C'est à ce niveau-là, au 2e étage, se trouve le fameux restaurant Jules Verne, qui dispose de 95 places et qui est accessible à sa clientèle par un ascenseur privé, et qui n'est pas le cas pour le restaurant du premier étage. Le 3e étage a une superficie de 350 mètres carrés et il peut supporter le poids de seulement 400 personnes. Connaissez-vous l'anecdote du parachutiste à la tour Eiffel? Je vais vous la raconter. C'est une triste histoire. En 1912, Franz Reichelt croyait avoir inventé le parachute à l'époque où l'aviation, qui existait seulement depuis quelques années, connaissait des progrès à tous les jours. L'invention d'un parachute cadrait très bien dans l'évolution de ce mode de transport. Ce travailleur parisien d'origine tchèque vient donc présenter son costume parachute au pied de la tour. Il est convaincu de l'utilité de son invention pour tous ceux qui vont s'envoler. Malgré plusieurs échecs précédents avec son parachute, il décide quand même de se lancer. L'autorisation qu'il avait reçue de la préfecture parlait d'un mannequin dans le cadre des expériences scientifiques menées à la tour Eiffel. Or, la presse française est massée devant la tour, attendant anxieusement le saut audacieux. L'inventeur se rend au premier étage, à 57 mètres du sol, à peu près 160 pieds. Il hésite longuement, puis enfin se lance dans le vide. Hélas, son costume parachute ne se déploie pas comme prévu, son parachute s'étant enroulé au-dessus de lui à cause du vent. En 3 secondes, il s'écrasa violemment sur le sol, les os brisés et le front en sang. Le choc a été si fort que son corps s'est enfoncé de 8 cm dans le sol gelé. Nous étions au mois de février. C'est assez... Vous voyez, il y a 5 agents de police. Ils ont tous des moustaches. Est-ce que la moustache était obligatoire à cette époque-là? Non, mais... Mais oui, c'est vrai.
Des vrais, pas des Dans faux. la police, ça n'a pas de moustache. La mode. A-t-on imité la Tour Eiffel? Si oui, où? La Tour Eiffel est un monument d'une telle popularité que d'autres ont eu l'idée de la copier, évidemment. En Chine, la Tour du Dragon, haute de 336 mètres, s'inspire de toute évidence de la tour parisienne. À Las Vegas, une réplique de 165 mètres a été érigée et fait partie d'un complexe hôtelier. À Tokyo, une tour orange et blanche, dont le concept est basé sur la tour Eiffel, a été réalisé par l'architecte Naito. Je vais vous parler maintenant de la tour Eiffel et de Montréal. Êtes-vous surpris? Saviez-vous qu'il y avait un rapprochement à faire entre la tour Eiffel et la ville de Montréal? La voici. Quand la nouvelle est sortie à l'effet que Montréal avait été choisi pour être l'hôte de l'Expo universelle de 1967, le maire de l'époque, Jean Drapeau, a entretenu l'idée saugrenue, pour dire le moins, d'emprunter la tour Eiffel le temps que durait l'exposition. Un peu comme si la tour de M. Eiffel n'était qu'un simple jeu de mécano qu'on peut démanteler et remonter en criant ciseaux. Le maire Drapeau a même poussé l'audace jusqu'à adresser une lettre officielle à la France à cet effet. Cette dernière lui a promptement répondu d'une manière à la fois diplomatique et néanmoins ironique. Je cite: « Bien sûr, nous vous prêterons la tour Eiffel si vous voulez garantir que vous préserverez intégralement les 60 tonnes de peinture, les 18 038 éléments métalliques de la structure, sans oublier les 2 500 000 rivets d'assemblage. Que vous déménagerez le tout et que vous la remettiez telle que vous l'aurez trouvée. » Je pense que le maire a vite compris que son idée était insensée et l'incident s'est arrêté là. Il se prenait pour Hercule, quoi. Certains de ses partisans louangeaient le Drapeau parce qu'ils le voyaient grand, qu'il était un visionnaire. Tandis que ses détracteurs parlaient de lui comme étant un mégalomane, quelqu'un qui avait la folie des grandeurs. À partir de l'anecdote que je viens de vous raconter, je vous laisse vous former une opinion. Vous On le dira pas. Ah. Si vous avez des commentaires ou des questions, c'est le temps. C'est vraiment folie avant grandeur. Oui. Bon, le dernier bâtiment de la journée, c'est le Panthéon à Rome. Quand j'ai eu la chance de visiter Rome il y a quelques années, un des bâtiments qui m'a le plus impressionné, c'est le Panthéon. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un bâtiment qui est en superbe état, même s'il date de l'Antiquité, c'est-à-dire qu'il a plus de 2000 ans. À l'origine, c'était un temple qui était dédié à toutes les divinités de la religion antique. Puis, au 7e siècle, le pape Boniface IV l'a transformé en église catholique, comme si à Rome on manquait d'église. C'est donc devenu la basilique de la Vierge aux martyrs. Ce vénérable bâtiment est tout à fait hors de l'ordinaire à plusieurs points de vue. D'abord, et avant tout, son dôme est le plus grand de l'Antiquité, avec un diamètre extérieur de 130 pieds. Non seulement ça, mais il est aussi le plus vaste jamais construit en béton non armé, c'est-à-dire sans barre d'armature à l'intérieur, pour augmenter sa capacité portable. Sur le fronton du bâtiment, on peut lire « M. Agrippa LF Costatium Fecit », ce qui veut dire « Marcus Agrippa, fils de Lucius, consul pour la 3e fois, le fit construire ». Le mur circulaire sur lequel repose le dôme est formé d'une double paroi de 20 pieds d'épaisseur qui est située sur une fondation de 15 pieds de profondeur, ici dans des proportions complètement inusitées comme vous pouvez voir. Le dallage au sol repose sur une chape de béton de 1 pied d'épaisseur, recouverte entièrement de marbre et de travertin. Pour favoriser l'évacuation de l'eau de pluie qui pénètre par l'oculus du toit, parce que le bâtiment n'est pas fermé aux intempéries, le dallage au sol est légèrement convexe pour que l'eau n'y séjourne pas. À l'extérieur, ce vaste dôme était à l'origine recouvert de tuiles en bronze. Mais
En 1633, le pape d'alors, Urbain VIII, qui ambitionnait de laisser sa marque à l'intérieur du Vatican, a ordonné qu'on retire toutes ces tuiles du toit et qu'on les envoie se faire fondre. Le produit de ces tuiles fondues a permis au sculpteur Lorenzo Bernini de créer ces colonnes géantes torsadées en bronze qui supportent le baldaquin géant au-dessus du tombeau de Saint-Pierre, dans Saint-Pierre de Rome. Ah oui, ah oui. Sur le toit du Panthéon, on remplaça les tuiles de bronze par une couche de plomb pour l'imperméabiliser. La population de Rome se rebella contre ce qu'elle considérait comme un viol de ce bâtiment millénaire par le pape. Les Romains disaient « Ce que les barbares n'ont pas réussi à faire, c'est un Barberini qui l'a fait. » Vous avez compris que Urbain VIII venait de la famille des Barberini. Pour se faire pardonner, le pape demanda à Bernini d'ajouter 2 clochetons baroques à chaque extrémité du fronton. Ce qui est absolument ridicule, parce qu'on n'ajoute pas des minuscules éléments baroques sur le bâtiment d'Antiquité, ça n'a aucun sens. Les Romains n'ont pas arrêté de s'en moquer en les surnommant aussitôt les oreilles d'âne de Bernini. Les concepteurs géniaux du Panthéon avaient orienté le bâtiment de sorte qu'au matin du solstice du printemps, les rayons du soleil qui entraient par l'oculus sur le dôme frappaient exactement sur la porte d'entrée de ce temple. Cet oculus de 30 pieds de diamètre est la seule source de lumière naturelle du Panthéon, qui ne compte aucune fenêtre. La voûte du Panthéon est une demi-sphère parfaite, avec son diamètre qui est égal à sa hauteur. Cette voûte est à caisson en stuc appliqué sur la structure en béton. Il faut que je vous dise que 2 personnes sont enterrées à l'intérieur du Panthéon. Ce sont 2 Italiens qui ont marqué grandement l'histoire de leur pays. D'abord, le brillant peintre de la Renaissance Raphaël, mais aussi Victor Emmanuel II, celui qui, dans les années 1860, a entrepris une action militaire qui a eu comme résultat d'unifier une fois pour toutes son pays, l'Italie, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Le Panthéon est vite devenu un icône architectural à cause de son élégance et de son originalité. On en trouve plein de copies plus ou moins fidèles aux 4 coins de la planète. J'ai choisi de vous en montrer 3. Le premier est un bâtiment de l'Université de la Virginie aux États-Unis. Le second est le Thomas Jefferson Memorial sur les îles du Tidal Basin à Washington. Bien, oui. Le dernier, vous allez peut-être le reconnaître, il est à Montréal. C'est le siège social ou bureau chef de la Banque de Montréal, situé sur la place d'Armes, en face de l'église Notre-Dame dans le Vieux-Montréal. Comme c'est bizarre. On n'avait pas fait le lien. C'est bizarre, hein? Alors, chers amis, j'espère vous avoir fait connaître les dessous de la création de ces monuments de renom, dont on connaît souvent l'existence depuis notre tendre enfance, mais qu'on n'a jamais eu l'occasion de connaître à fond. Voilà, c'est fait. Merci. Merci.